Unique opéra de Chausson inspiré des légendes arthuriennes, mettant en scène donc les fameux chevaliers de la table ronde, Merlin l'Enchanteur, Lancelot, Genièvre et bien sûr le mythique roi Arthur. Alors on ne peut s'empêcher ici, ne serait-ce déjà que dans le choix du sujet, de faire le parallèle avec Wagner, dont Chausson admirait tant la musique. Et pourtant les couleurs, l'orchestre, le raffinement du langage et de l'écriture vocale se situent bien dans la lignée de l'opéra français et témoignent en même temps d'un style très personnel, un style finalement à mi-chemin entre Tristan et Péléas, comme le souligne Philippe Jordan, car Philippe Jordan, qui dirige cette production, connaît bien cet ouvrage que son père, Armin Jordan, avait défendu en son temps, et il nous en avait même livré une mémorable version au disque. Et c'est un orchestre de toute beauté, aux accents aussi voluptueux que mystérieux que l'on entend ici dans la fosse de Bastille et qui offre au chanteur un écran absolument merveilleux. Philippe Jordan, dont on connaît et apprécie les affinités wagnériennes, a su finalement trouver des couleurs spécifiques, des couleurs finalement très françaises, sans pour autant oublier le modèle germanique. Un magnifique orchestre donc dans la fosse et un plateau de chanteurs exceptionnel, dominé par le trio Sophie Koch, Roberto Alagna et Thomas Samson, mais avec également de seconds rôles absolument admirables, tenus par Alexandre Duhamel, Stanislas de Barbeyrac ou encore Cyril Dubois. Cyril Dubois présent quelques minutes à peine sur scène, mais quelques minutes absolument miraculeuses. Bref, les meilleures conditions pour découvrir un opéra qui n'avait jamais été donné, en tout cas dans son intégralité, à l'Opéra de Paris. Alors je suis allée vendredi soir me glisser dans les coulisses, rencontrer Lancelot et Genièvre, alias Roberto Alagna et Sophie Koch, à quelques minutes de leur entrée en scène. Et ils m'ont fait part tous les deux de leur bonheur, de leur enthousiasme à défendre un tel chef-d'œuvre oublié. Roberto Alagna, vous nous faites découvrir cet opéra d'Ernest Chausson, le roi Arthur, qui n'est quasiment jamais donné. Que ressentez-vous lorsque on donne un opéra, une recréation? Est-ce que c'est un sentiment assez semblable de celui qu'on peut avoir lorsqu'on crée une nouvelle œuvre? Oui, dans ce cas ici, c'est un peu une création, puisque ça n'a jamais été donné à Paris. C'est l'entrée au répertoire de cette œuvre. Donc c'est vrai que c'est une sorte de création. Moi, j'ai fait quelques créations et j'ai toujours eu cet enthousiasme de la création, de défendre une œuvre, de faire connaître. Vous imaginez, je me mets toujours à la place des gens qui ont écouté pour la première fois la Bohème. Vous imaginez la surprise qu'on peut avoir. Donc j'adore ce sentiment de découverte, de découvrir une œuvre, les sensations qu'elle véhicule, etc. Et ici, je dois dire qu'on s'est tous bien entendus avec l'équipe. On a une équipe formidable, des choristes à l'orchestre et tous les partenaires. Et on voit que tout le monde veut défendre cette œuvre. Et ça, c'est formidable. Alors vous qui êtes un grand amoureux, un grand connaisseur de l'opéra français, comment situez-vous l'œuvre de Chausson? Comment la décririez-vous? Est-ce que c'est un opéra qui sonne très français déjà? Oui, moi je trouve que ça sonne français. Je trouve que ça ne sonne pas du tout wagnérien.
Bon, mais ça, c'est mon avis. L'histoire, toutes les histoires du monde se ressemblent, c'est normal. Là, on fait un rapport avec Tristan. Mais à ce moment-là, on peut faire la même chose avec l'élixir d'amour. On peut faire autre chose. Voilà, c'est toujours des histoires d'amour. Il y a la même chose dans Paolo et Francesca, la même histoire. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une continuité de Massenet. D'ailleurs, on entend un peu de Bizet, on entend un peu, même Lalo. Et donc, c'est vraiment la continuité d'un ouvrage français. Je crois que l'originalité de Chausson, c'est qu'il a construit son œuvre comme une vraie construction savante. Je ne crois pas qu'il se soit simplement laissé guider par l'inspiration de la mélodie. Non, il a voulu à chaque fois déranger la mélodie. C'est-à-dire que toutes les 2 notes ou 3 notes, il y a une altération. Un dièse ou un bémol ou un bécard. Il a voulu aussi créer quelque chose qui soit vraiment sa touche. Par exemple, dans la prosodie. Et vous savez que les E muets, il n'y en a pas chez Chausson. Oui, c'est quand même curieux. Par exemple, éperdu, U. Il ne dit pas éperdu. Et votre rôle, le rôle de Lancelot, c'est un rôle très dense sur le plan dramatique, sur le plan vocal. C'est une tessiture, je crois, assez large, assez exigeante. C'est étrange comme tessiture. Vous avez une tessiture au départ qui est une tessiture légère. Par exemple, ce premier duo rappelle un peu la tessiture de l'ère des pêcheurs de perles. Je crois entendre encore. Et puis, très vite, ça devient au contraire très dramatique, dès le 2e acte. Très dramatique, très grave, il y a des ré graves, et puis après ça redevient aigu, et puis héroïque, et à la fin c'est un peu Werther. Voilà, donc c'est vraiment un rôle très dense, et qui tasse un peu parce que c'est très large. Et sur le plan dramatique, ce personnage de Lancelot? C'est magnifique parce que ce sont des personnages surhumains, surnaturels. Lancelot, c'est les légendes. Ce sont des personnages mystiques en même temps, ils ont des révélations, ils sont plus tellement humains. Et Lancelot, c'est la même chose, il a une révélation, comme Jeanne d'Arc pourrait l'avoir, ou le Cid, il voit le côté divin d'Artus. Et puis en même temps, ce rapport amoureux, ce dilemme entre toujours l'amour et l'honneur, la fratrie et tout ça. Donc il y a toujours ça. En même temps, je dois dire que je suis ravi de le faire avec Sophie Koch et avec Thomas Samson, parce que Thomas Samson est parfait pour le personnage. Quand on dit il dépasse tout le monde de sa grande taille, je chante ça. Mais c'est vraiment lui, quoi. Il dépasse tout le monde de sa grande taille. Et puis elle, il y a vraiment une osmose. Et j'adore Sophie parce que Sophie, on se connaît depuis des années, mais on a travaillé qu'une seule fois ensemble. Et là, c'est la première fois qu'on a un rôle d'amoureux ensemble. Et il se passe quelque chose, alors que Sophie est un peu prude, un peu comme ça dans la vie. Et là, elle se lâche. Et puis tout d'un coup, on découvre une Sophie nouvelle avec une Sophie qui devient femme, une Sophie qui veut être aimée, qui se laisse aimer. Et voilà, donc c'est formidable. Voilà. Au prix de la vie, je saurais parvenir jusqu'au roi. J'irai. Alors Sophie Koch, vous chantez dans cette production du roi Artus de Chausson. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous associer à ce projet? Vous connaissez la musique de Chausson. C'est vrai que Chausson a écrit de sublimes mélodies. Vous avez chanté le poème de l'amour et de la mer. C'est un amour pour le répertoire français, un amour pour Chausson? Oui, ça fait des années. Au tout début que j'étais au conservatoire, je m'intéressais à la mélodie et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour Chausson. J'ai tout de suite aimé son univers très intime et avec une certaine nostalgie. Et puis c'est extraordinaire parce qu'il n'y a qu'un opéra, c'est celui-là. Je mourrais d'envie de l'interpréter. Et votre personnage, le personnage de Geneviève, c'est un personnage qui a l'air très fort, très riche, qui a l'air de traverser des sentiments très différents. C'est une grande amoureuse, elle est aussi manipulatrice, elle est désespérée. Comment la ressentez-vous? Mais pour moi, c'était un cadeau en fait qu'on m'offre un rôle pareil parce qu'il y a tellement une palette tellement large, on peut exprimer tellement de choses. C'est rare un rôle qui évolue comme ça, qui soit qui au début une garce, la plupart du temps dans l'opéra, qui à la fin touche vraiment le cœur des gens. Il y a ici un bouleversement très intéressant. C'est à la fois musicalement un défi pour moi, bien sûr, vocalement, et puis théâtralement, c'est extraordinaire de pouvoir incarner un personnage pareil.
On sait que Chausson admirait Wagner, on ne peut pas s'empêcher à Wagner, aux références wagnériennes. Est-ce que vous les percevez, vous qui connaissez bien la musique de Wagner dans cet opéra Le Roi Artus? C'est vrai qu'il y a des leitmotifs qui caractérisent tel ou tel sentiment, tel ou tel personnage. Et puis il y a des citations. C'est clair, beaucoup de Parsifal, un peu de Tristan, mais quand même une transparence dans l'écriture que justement Philippe Jordan sait tellement bien rendre. Il n'est pas du tout tombé dans ce travers-là de faire une couleur trop épaisse. Il a gardé cette lumière propre à la musique française. Mais vous retrouvez des réflexes de chanteuse wagnérienne, d'autant que vous retrouvez ici Philippe Jordan, avec qui vous avez vécu de grandes aventures wagnériennes. C'est aussi une couleur particulière. Le chant français, déjà la langue, évidemment, et puis Chausson. Le troisième acte, la mort de Genièvre, c'est vraiment très français. Je veux dire, une héroïne wagnérienne ne pourrait pas mourir de cette manière, avec cette couleur et ce côté très musique de chambre qu'a voulu Chausson. Donc il faut encore une fois garder la lumière et la transparence. Et quels sont les moments forts pour Genièvre dans cet opéra sur le plan dramatique? Je pense que le troisième acte est le plus beau, le plus riche. En tout cas pour Genièvre, de l'ouverture jusqu'à la mort de Genièvre, il n'y a pas une note achetée. C'est extraordinaire d'intensité, de changement psychologique. Mais le premier acte a cette couleur très innocente et juvénile, une jolie progression au fil des actes. Et de beaux duos, de grands duos avec Lancelot, Roberto Alagna? Oui, des grands moments de bonheur musicaux. C'est essentiellement des duos, en fait. C'est essentiellement Lancelot-Genièvre, cet opéra, le personnage de Genièvre. Et beaucoup de joie, chanter avec lui. Le Roi Artus d'Ernest Chausson avec Roberto Alagna, Sophie Coche, Thomas Sampson et d'autres chanteurs d'exception, sous la baguette si inspirée de Philippe Jordan et dans la mise en scène de Graham Vick. C'est jusqu'au 14